Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur. Je suis Yves-Olivier Kassoka, spécialiste protection de l'enfance à l'UNICEF Sénégal. Et ce matin, je suis en collaboration avec le CHEDS, le Centre des hautes études de sécurité de Dakar, pour partager avec vous un sujet d'actualité. On parle de l'enfance dans un monde d'insécurité et je voulais me réjouir que cette présentation se fasse un jour mémorable, ce 16 juin 2016, où l'Afrique entière, sur recommandation du comité des experts de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, a décidé de commémorer le massacre des enfants de Soweto en 1976, qui manifestait pour réclamer le droit à une éducation de qualité et non discriminatoire. Aujourd'hui, le Sénégal célèbre ce 16 juin qui a pour thème le respect des droits des enfants dans une situation de conflit armé. Quand on parle d'une situation de conflit armé, forcément on fait référence à une situation d'insécurité. Comment les enfants dans une situation d'insécurité sont protégés, comment leur développement est assuré, comment leurs droits sont réalisés. Et aujourd'hui, à travers l'Afrique, plusieurs manifestations sont organisées pour réfléchir sur ce thème. À Dakar, nous allons partager cette expérience de l'enfance dans un monde d'insécurité. Et pour partager cette expérience, nous allons vous proposer de le faire selon une démarche qui va nous permettre d'apprécier ce que nous entendons par l'enfance. Si on parle d'enfant, si on parle de l'insécurité, à quoi renvoient ces deux notions, ces concepts? Nous allons ensuite nous attarder sur comment dans des situations spécifiques d'insécurité, nous pouvons nous assurer que l'enfant est protégé et que ses droits sont réalisés. Il est bon aussi que nous nous arrêtions sur l'état des lieux pour comprendre ce qui se passe et comment les situations d'insécurité ont un impact négatif sur la vie des enfants. Pour terminer, nous allons partager l'expérience de l'UNICEF. Quel est le rôle de l'UNICEF dans des situations pareilles? Que fait l'UNICEF? Que propose l'UNICEF? Comment l'UNICEF travaille avec les différentes parties prenantes dans une situation dite d'insécurité? Il est bon, je pense, de nous arrêter et de nous entendre sur la notion de l'enfance. Et nous allons le faire au regard des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'enfant qui ont été ratifiés par l'essentiel des pays. Si je parle de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, ratifiée par tous les pays au monde à l'exception des États-Unis, et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui est aussi en vigueur en Afrique parce que ratifiée par la quasi-totalité des pays africains. Pour ces deux instruments juridiques qui servent de base à la protection de l'enfant et qui prévoient des droits essentiels dont la réalisation assure le développement sain et harmonieux de l'enfant, ces textes définissent l'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Et dans les articles 1er de la Convention des Nations Unies et l'article 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, vous trouverez ces définitions très précises. Donc l'enfant serait cet être humain âgé de moins de 18 ans. Oui, nous parlons d'enfants dans un contexte d'insécurité. Quand nous nous référons dans le cadre de ce partage, de ce webinaire, il est bon de nous entendre sur ce que nous allons considérer comme étant une situation d'insécurité. Et ici, nous voulons adopter une définition opérationnelle de l'insécurité qui renvoie
à toute situation qui mettrait à risque ou en danger la vie des enfants, notamment les conflits armés, notamment les catastrophes naturelles ou humaines relatives aux inondations, à l'insécurité alimentaire, pour parler des tremblements de terre, des crises et tensions sociales qui existent partout, mais aussi des situations de maltraitance qui sont beaucoup plus localisées et qui se passent dans les maisons, qui se passent dans les rues, qui se passent dans les lieux de travail, qui se passent dans notre quotidien de tous les jours. Quand on parle de maltraitance, c'est vrai, on fait référence aux violences physiques, psychologiques, sexuelles, négligence, exploitation et autres pratiques néfastes. Pourquoi il est nécessaire alors de s'arrêter sur la protection de l'enfant dans une situation d'insécurité? C'est un impératif. Pourquoi un impératif? Parce que dans les situations d'insécurité, de quelque nature qu'elles soient, les enfants constituent le groupe le plus vulnérable et le plus affecté. J'allais dire les enfants et les femmes qui sont, disons, les actrices qui sont les plus proches de l'enfant et sans lesquelles nos enfants seraient laissés à eux-mêmes. L'enfant, compte tenu de ses besoins d'assistance, de guidance, d'encadrement et de protection pour se développer, a besoin d'une personne de confiance et de référence pour son développement. L'enfant est un être en développement, est un être qui évolue, qui a besoin de se constituer de référentiels, qui a besoin d'avoir des orientations, des conseils. Et vous comprendrez donc qu'il est bon qu'il y ait un adulte, une personne responsable à côté de cet enfant pour l'aider à se développer, à grandir et à se constituer, à se faire une personnalité, une identité qui va lui permettre d'être un être social, parce qu'intégré dans sa famille et dans son milieu. Dans les situations normales, ces fonctions sont assurées très souvent par ses pères et mères ou à défaut par les proches parents. Mais dans les situations d'insécurité, il est nécessaire de prévoir des mécanismes de prévention ou de prise en charge des enfants pour éviter effectivement que la survenance du danger ou pour atténuer les effets de ces dangers sur l'enfant, ou si l'enfant en est victime, le sortir de cette situation pathogène. Donc il est bon que à tous les niveaux où évolue l'enfant, en milieu familial, en milieu communautaire, dans son milieu scolaire, dans le cadre des organisations de jeunesse et d'enfants, qu'il y ait des mécanismes prévus pour aider ces enfants à faire face à des situations d'insécurité qui ont survenance dans ces différents milieux-là. Parce que la situation d'insécurité, on l'a dit tout à l'heure et on l'a rappelé, elle n'est pas seulement liée à une situation de conflit armé, mais dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans les écoles, plusieurs situations d'insécurité se passent. Et donc il est bon de travailler à faire en sorte que des mécanismes de surveillance, des mécanismes d'aide, des mécanismes d'éveil de l'enfant soient mis en place pour que lui-même, non seulement il soit le propre défenseur de ses droits, mais aussi que ceux qui sont autour de lui puissent à des moments précis mettre en mouvement ces mécanismes prévus. Il est bon qu'on s'arrête sur l'état des lieux, qui va un peu aussi nous aider à comprendre pourquoi il est nécessaire d'assurer ou de travailler sur des mécanismes de prévention, de protection des enfants dans les situations d'insécurité. En réalité, au plan mondial, il est estimé que 90% des décès sont liés aux conflits armés, avec 80% de ces décès qui occurrent, qui se passent chez les enfants et les femmes. Vous comprendrez donc que 80% des personnes qui meurent des conflits sont des enfants et des femmes. Les conflits, pour l'essentiel, placent les enfants dans des situations où leurs droits sont violés, notamment le droit à la vie,
le droit de vivre dans un milieu familial, parce que très souvent dans les situations de conflit, c'est le lot de la séparation familiale, c'est le lot des déplacements, des migrations. On a beaucoup de réfugiés qui souvent partent de manière séparée sans leurs enfants. Le droit à la santé aussi est un droit qui souffre pendant les situations de conflit, parce que non seulement les infrastructures ne sont pas épargnées, le personnel n'est pas épargné, il y a une rupture dans la dotation des services, de la provision des services de santé. Le droit à la survie et au développement, parce que dans des situations d'insécurité, il arrive qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement en vivres. Et souvent, c'est des situations qui, pour ces enfants qui sont les plus vulnérables, qui sont en rupture avec les adultes, les pères et mères qui devaient être ceux-là qui pourvoient à la satisfaction de leurs besoins en étant absents. Les enfants donc sont laissés à eux-mêmes, et ce qui fait qu'il y a un impact négatif sur leur survie et leur développement. En Afrique, en 2013, le secrétaire général des Nations Unies a identifié 6 violations graves des droits des enfants en temps de conflit armé. Quelles sont ces violations? Notamment, les enfants sont exposés au recrutement et à l'utilisation dans des hostilités ou pour servir même parfois de messagers aux bandes, aux groupes armés, pour être porteurs d'armes, porteurs de munitions, etc. Il y a aussi qu'ils sont victimes de meurtres, de mutilations. Ils sont aussi victimes de violences sexuelles. Parce que très souvent, les abus et violences sexuelles sont utilisés comme un instrument de guerre, surtout pour les populations qui sont vaincues, les populations civiles. Des attaques contre les écoles, on l'a dit tout à l'heure, contre les hôpitaux, qui en réalité, selon les conventions des Nations Unies, selon les conventions, le droit humanitaire international, nous allons le voir, doivent être des objectifs protégés, épargnés. Nous avons aussi souvent des enlèvements d'enfants dans ces situations. De plus en plus en Afrique, il faut prendre en compte les nouvelles tendances qui occurrent, notamment, on va parler des mouvements djihadistes, dans cette zone où nous sommes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et qui aboutissent à de nouveaux défis en termes de protection de l'enfant. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les filles sont ciblées. Ce ne sont plus les garçons. Elles sont ciblées pour être recrutées et utilisées. On va donner l'exemple au Nigeria, en Libye, en République centrafricaine, au Soudan et au Sud-Soudan, au Mali. Elles sont même utilisées, les filles, pour être, disons, ces kamikazes pour des actes de terrorisme. Je le disais tantôt que le recrutement et l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans sont interdits en vertu du droit international humanitaire, des protocoles additionnels aux conventions de Genève, de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Oui, il y a des instruments juridiques qui, à travers le monde, interdisent, prohibent l'utilisation des enfants de moins de 15 ans. Mais malheureusement, on constate de plus en plus que les enfants sont exposés et sont utilisés. Oui, ils sont d'autant plus exposés et utilisés, on va le voir, parce que les enfants sont dans la rue. Les enfants sont séparés de leurs parents, souvent confiés précocement, souvent mis dans des situations de pire forme de travail, souvent utilisés pour eux-mêmes survenir aux besoins de leurs parents. Ce qui fait qu'il y a un changement de rôle dans les fonctions. Des parents qui devraient être ceux-là qui accompagnent, encadrent et aident les enfants à se développer. De plus en plus, on retrouve les enfants qui travaillent pour nourrir leur famille, pour se nourrir eux-mêmes, pour se développer. Donc si on considère un peu au-delà des situations de conflit armé, le cas spécifique de la maltraitance qui est faite aux enfants, il est bon que nous nous arrêtions. Et c'est ici où nous allons interpeller ou éveiller l'intérêt pour nos sœurs, pour les femmes. Comme on l'a dit tantôt, elles sont très proches des enfants.
Elles sont avec les enfants au quotidien. Elles sont à la limite les complices des enfants. Et donc il faudrait que dans ce travail de protection en situation d'insécurité, qu'elles puissent comprendre quelles sont les situations d'insécurité qui parfois peuvent paraître bénignes ou peuvent paraître méconnues et qui exposent les enfants. On parlera de la maltraitance des enfants. Pour la définir, on pourrait la définir comme étant, selon l'OMS, toutes les formes de mauvais traitement, physique ou affectif. Toutes les formes de services sexuels, de négligence ou de traitement négligent, d'exploitation commerciale ou autres entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement, ou qui serait capable d'affecter sa dignité dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. C'est important de retenir que la maltraitance peut se manifester en termes de violence physique, psychologique, sexuelle, en termes de négligence, d'exploitation ou de mauvaises pratiques, qui sont souvent le fait de ceux-là qui ont une responsabilité, vu leur statut, d'aider au développement et à la survie de l'enfant. Parce qu'ils sont les pères et mères, parce qu'ils sont les enseignants, parce qu'ils sont quelque part ceux-là qui, du point de vue de leur position, ont une relation de pouvoir ou une relation de confiance avec les enfants. Il est bon de s'arrêter sur ces questions pour dire les femmes constituent pour la majorité des cas ceux-là qui ont très souvent adopté ou pu mettre en place, développer une relation de confiance avec les enfants, qui jouent un rôle en termes de responsabilité dans le suivi, dans l'encadrement et l'accompagnement des enfants. Si donc elles méconnaissent les facteurs de risque ambiants dans la famille, dans l'environnement immédiat, dans le quartier, dans le village, dans la communauté, à l'école, qui peuvent être des situations ou provoquer des situations de maltraitance, il leur serait difficile de jouer pleinement ce rôle de veille, ce rôle d'alerte, ce rôle de gardienne ou de protectrice de ces enfants-là. Parce que très souvent, nous voyons que la maltraitance peut se traduire en termes de violence physique. Elle est observable parce que l'enfant peut être blessé, peut saigner. Mais très souvent, les violences psychologiques sont sournoises. Elles peuvent se passer dans la maison. Les violences sexuelles aussi, l'enfant qui n'est pas mis dans une situation spécifique de pouvoir en parler, les garde, les tait. Jusqu'à ce qu'il y ait une manifestation physique, parce que l'enfant, la fille est en état de grossesse, c'est en ce moment que la gardienne ou la mère de l'enfant se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que, pourquoi c'est invisible? Parce que l'auteur de la maltraitance, surtout en cas de violence sexuelle, est souvent dans l'entourage proche et immédiat de l'enfant. C'est peut-être son répétiteur, c'est peut-être son maître coranique, c'est peut-être le boutiquier du coin, c'est peut-être un parent proche qui passe visiter la famille qui est accueillie. C'est peut-être le voisin, parce qu'on vit avec un voisin, qui fait semblant d'aimer les enfants et qui tout le temps est avec les enfants. Donc si les mères ou gardiennes d'enfants ne sont pas informées des risques, des facteurs de risque, il leur est impossible de mettre en place des mécanismes de surveillance, d'autosurveillance. Il leur est impossible même de pouvoir parler à l'enfant pour l'aider à comprendre, à identifier lui-même quels sont les facteurs de risque et comment, moi, enfant, par rapport à ces facteurs de risque, quelle est la conduite que je dois avoir. Donc il est important pour que les femmes, où qu'elles se trouvent, qui qu'elles soient, qu'elles puissent être informées des facteurs de risque, la promiscuité, qui exige ou qui oblige certaines familles
à mettre dans une même pièce des enfants de différents sexes, de différents âges entre eux, ou même d'accueillir un parent, un voisin ou un visiteur et de laisser partager la même chambre avec les enfants. Ou même de ne pas, disons, ou de manquer de vigilance dans la proximité que les enfants peuvent développer avec une tierce personne. Donc tous ces facteurs de risque qui sont d'autant plus accentués par le fait que de plus en plus les femmes ne sont pas à la maison. Comme les hommes, elles s'occupent de la dépense quotidienne. Comme les hommes, elles travaillent. Comme les hommes, elles ont leurs activités professionnelles et économiques. L'enfant est laissé entre les mains de la bonne, ou parfois enfermé toute seule, ou parfois confié aux voisins, parce que semble-t-il, il aimerait les enfants. Donc tout cela constitue des facteurs de risque. Et quand vous constatez qu'il y a des changements dans le comportement de l'enfant, d'ordre physique ou d'ordre psychologique, quand c'est un enfant qui étudie une baisse de ses performances scolaires, quand c'est un enfant qui devient de plus en plus agressif, quand c'est un enfant qui développe des comportements de peur, d'isolement, ce sont des signes qui doivent alerter. Donc il est bon pour que, au niveau familial, au niveau de la maison, au niveau de l'espace d'évolution des enfants, que des mécanismes de surveillance, d'alerte et de veille puissent être mis en place. Mais surtout, ce qui est important aussi, il est bon de communiquer avec les enfants. Parce que nous allons le voir que les chiffres prouvent à suffisance que les faits de maltraitance se passent, sont nombreux. Et que aucun enfant n'est épargné. Parce que très souvent, on peut penser que ça n'arrive qu'aux enfants des autres. Quelques chiffres pour donner une idée de l'ampleur. Il est estimé à environ 150 millions de filles à travers le monde, de moins de 18 ans, qui auraient subi une forme quelconque de violence sexuelle. Parce qu'on l'a dit, elle est parfois sournoise. Parce que l'auteur aussi est dans une relation de confiance ou de pouvoir par rapport à l'enfant. Et la menace ou cette relation de domination fait que l'enfant tait ces sévices qu'elle vit. 140 millions de femmes et de filles qui auraient été excisées à travers le monde. Tandis que 30% des filles de 15-19 ans, dans les pays les moins développés, seraient déjà mariées. Une étude de ONU-Femmes de 2012 a révélé que le nombre de violences faites aux femmes avait plus que doublé depuis 5 ans dans 8 régions du pays. Je veux parler du Sénégal. Dans la seule région de Dakar, une étude de 2014 a montré que 30 000 enfants sont en situation de mendicité continue dans les rues de Dakar. À moins de 5 heures de temps dans les rues. Exposés à toutes les formes de maltraitance, exposés au recrutement, parce qu'on a parlé du contexte de la sous-région, avec ces mouvements qu'on ne contrôle pas. Et si on prend l'exemple du Nigeria, le recrutement fait par Boko Haram a été pour l'essentiel fait sur ces enfants qui sont en situation de rue, pour diverses raisons, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils y mendient, etc., etc. Si on s'arrête sur les questions de pratiques néfastes, notamment l'excision, au Sénégal, la moyenne nationale parle de 25% de femmes de 15-49 ans qui sont excisées, avec des pics dans certaines régions comme celle de Kédougou, 92%, Matam 87%, Sédhiou 86%, Tambacounda 85%, et 32% des femmes qui seraient mariées avant 18 ans, 19% avant 15 ans. Oui, on peut penser que ce sont des pratiques sociales qui relèvent de nos cultures, qui relèvent de nos réalités socio-culturelles. Mais il faut s'arrêter sur les conséquences
de ces pratiques dans la vie des enfants, qui mettent les enfants en situation d'insécurité, parce que ce sont des maltraitances qui ont un impact négatif sur la santé de l'enfant. Quand on parle des fistules, quand on parle des décès à l'accouchement pour les femmes de cet âge-là, quand on parle aussi de l'impact au plan économique du fait de marier précocement les filles. Parce que très souvent dans les familles, on pense qu'en le faisant, on se décharge d'une charge où on protège l'enfant contre les risques de grossesse précoce. C'est peut-être une solution de facilité. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire, le Sénégal a fourni beaucoup d'efforts dans le processus de scolarisation des filles, avec des résultats à l'élémentaire aujourd'hui, avec une parité favorable aux filles. À l'élémentaire, les filles sont plus nombreuses que les garçons. Mais si on arrive au secondaire, la situation s'inverse. Plus de 30% des filles ne sont plus là parce que données en mariage précoce pour l'essentiel. Dans des zones comme celle de Kolda, de Sédhiou, de Kédougou, de Tambacounda, de Kaffrine. Et donc tout l'investissement économique, tout l'investissement social qui a été fait pour que les femmes, les filles soient inscrites et restent à l'école, on le perd au secondaire. Et c'est un manque à gagner pour le pays. Et aussi, on a remarqué que plus les filles restent à l'école, plus elles ont de la chance d'être mariées tardivement. Donc ceci montre qu'il y a quelque part un besoin de travailler à faire en sorte qu'au niveau du secondaire, qu'il y ait le maximum de filles autant qu'à l'élémentaire. Et très souvent, ce qu'il est important de noter dans ces situations, c'est vrai que les hommes ont leur part de responsabilité, mais c'est pour l'essentiel des pratiques qui sont portées et animées par les femmes. Ce sont les femmes elles-mêmes qui certainement, inconsciemment, mettent les enfants en situation d'insécurité du fait de ces pratiques néfastes-là. Donc il est bon qu'on considère qu'on ne peut pas protéger la fille en la donnant précocement en mariage, en la sortant d'un processus de socialisation, de développement pour l'aider à être mature à tout point de vue pour être demain une femme, soit au foyer ou qui travaille responsable, avec toutes ses capacités physiques et biologiques. Il est bon aussi de laisser les filles demeurer dans ce processus de socialisation, d'éducation, de développement, parce qu'on l'a dit, plus une femme est éduquée, mieux se porte en termes de bien-être social, en termes d'information, en termes d'accès ou de réalisation des droits de ses enfants. Une différence. La différence cumulée, même pour un pays. Donc il est important que ce combat pour la protection de l'enfant dans les situations d'insécurité soit au premier plan porté par les femmes. Je le dis parce que je vais juste terminer sur ce point pour dire une dernière étude a été faite en 2013-2014 sur les populations ou les familles migrantes entre la banlieue de Dakar et Tambacounda et qui a révélé que plus en plus de sensibilisation, des mécanismes de veille et d'alerte qui sont mis en place pour surveiller et dénoncer. C'est au berceau que l'excision se passe
pour les enfants, entre la naissance et 1 an. Et souvent, ce sont les mères de ces enfants qui pratiquent l'excision. Donc, ce qui veut dire que, oui, il est besoin que les femmes parlent aux femmes. Les femmes portent le combat de l'information, de la sensibilisation pour que les situations d'insécurité qui se passent dans les maisons, qui se passent dans nos foyers, qui se passent dans nos communautés, dans nos villages, dans nos quartiers, soient de plus en plus abandonnées. Comment maintenant protéger ces enfants et par qui? Il est bon dans la protection des enfants dans les situations d'insécurité, j'allais dire dans toute situation, qu'elle soit normale ou d'insécurité, de mettre en place ce qu'on appelle un environnement protecteur. L'environnement protecteur qui renverrait à engager les États à réaliser les droits des enfants, à prendre des mesures à tout point de vue pour que les droits des enfants soient respectés et réalisés, mais aussi en renforçant leur capacité d'action. Au Sénégal, cela s'est traduit par la mise en place ou l'élaboration et l'adoption de la stratégie nationale de protection de l'enfant qui permet la mise en place progressive d'un environnement protecteur de l'enfant. Il faudrait renforcer la loi et surtout l'appliquer. Parce que oui, le Sénégal a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, la Charte africaine. Il faudrait que le cadre législatif au niveau national soit harmonisé en lien avec ces conventions qui offrent une protection importante à l'enfant. Mais il faut aussi travailler à ce que les lois soient appliquées. À ce niveau, on va revenir à toutes les questions de traite des enfants, d'exploitation des enfants, de par la mendicité, les questions de mobilité, de migration des enfants. Si les lois ne sont pas appliquées, tous ces enfants sont laissés à eux-mêmes exposés. Il faut aussi travailler à renforcer l'offre de services de prévention et de prise en charge à tous les niveaux. Il faut qu'au niveau décentralisé le plus bas, niveau village, niveau quartier, niveau commune, niveau département, qu'il y ait une offre de services pour prévenir les situations de risque ou pour prendre en charge les enfants quand ils sont victimes de ces risques-là, dans les situations normales comme dans les situations d'insécurité. Parce que si l'offre de services prévoit des interventions en cas de conflit armé, il sera possible d'atténuer les effets de ces conflits armés. Si l'offre de services de prévention travaille à permettre à empêcher plutôt que les enfants ne soient dans la rue, ne soient exposés à eux-mêmes, ne soient séparés de leur famille, nous donnons plus de garanties à ces enfants-là de pouvoir se développer dans un environnement pour être des citoyens responsables et qui comptent pour le développement de leur pays. Donc l'offre de services de prévention et de prise en charge ne pourrait se réaliser que si les capacités d'intervention des acteurs dans l'identification, la détection des cas, leur référencement et pour leur prise en charge est assuré. Aussi le renforcement du système de protection des enfants est effectif. Et ce renforcement du système de protection prendrait en compte le renforcement des capacités des acteurs communautaires. Ici, si on pense aux acteurs communautaires, on pense à ceux-là qui sont tous les jours en contact avec les enfants, notamment les parents, les jeunes, les enfants eux-mêmes, les femmes. Parce qu'en réalité, ils sont ce qu'on appelle les acteurs de première ligne, qui doivent pouvoir poser les premiers actes pour prévenir ou pour protéger les enfants quand ils sont dans des situations d'insécurité. Il faut aussi travailler à
mettre en œuvre une stratégie de communication pour le changement social, notamment la promotion des bonnes pratiques parentales de protection de l'enfant, de développement, d'éducation, de surveillance de l'enfant, des bonnes pratiques parentales d'aide au développement de l'enfant. Parce que comment communiquons-nous avec les enfants? Comment vous, femmes, vous communiquez avec les enfants? Une communication qui n'est pas une communication directive. Une communication qui embrigade l'enfant, mais une communication d'aide sociale. Une communication qui amène l'enfant à comprendre le pourquoi des choses. À identifier des référentiels positifs de comportement pour éviter les risques de maltraitance dont on a parlé tantôt. Donc il est bon, parce que très souvent, on l'a vu, les différentes formes de maltraitance ont pour source nos pratiques. En tant que père de famille, mère de famille, en tant qu'adulte responsable du développement, de la survie de l'enfant. Comment inverser cette tendance-là? Quel est le rôle de l'UNICEF dans tout cela? Je prendrai l'exemple du Sénégal pour dire que le rôle de l'UNICEF est d'aider les pays, notamment ici le Sénégal, à avoir un système national de protection des enfants dans les situations normales comme dans les situations de crise, j'allais dire dans les situations d'insécurité. Comment dans une situation normale, rien ne se passe, les enfants sont protégés. Mais comment aussi le Sénégal dispose d'un mécanisme, d'un système qui, en cas d'inondation, je le dis, en cas de conflit armé, comme ce qui est arrivé en Casamance depuis de longues années, comment les enfants bénéficient d'un minimum de protection. Et cela passe par le renforcement du cadre légal, institutionnel et politique. Comment la loi permet cette protection de l'enfant? Comment les services sont organisés, distribués au niveau national et dotés de capacités humaines, logistiques et matérielles de pouvoir intervenir à travers le pays? Malheureusement, si les services se concentrent au niveau de Dakar et qu'à la périphérie, rien ne s'y trouve, ou que les services qui s'y trouvent sont dépéris parce que c'est résumé à une seule personne, sans logistique, sans matériel, il va sans dire qu'à ce niveau, il y a un déficit qu'il faudra combler. Au plan politique, il faudrait que la volonté politique s'affirme à travers non seulement cette stratégie qui a été mise en place, mais aussi le financement de sa réalisation, de sa mise en œuvre à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, pour que même dans certaines zones de la Casamance, je parle du Nord Singnan, je parle des zones frontalières, où on a noté l'absence des services sociaux de base, des services de l'État, on puisse assurer un minimum de protection à ces enfants qui sont laissés à eux-mêmes. L'identification des facteurs de risque est un exercice important qui doit se faire à différents niveaux. Au niveau famille, au niveau communautaire, quartier, village, au niveau national. Parce que l'enfant suit un processus de développement qui pourrait être schématisé comme dans un modèle écologique. Quand l'enfant naît, il naît dans une famille avec ses pères et mères qui sont les premiers responsables. Il peut avoir des frères, des tantes, des oncles, des cousins et des cousines. Autour de cette sphère, il y a le voisinage, avec les acteurs sociaux qui sont là. Comment la famille interagit avec ces acteurs sociaux? Comment le milieu social de vie de cette famille, de cet enfant est configuré? Est-ce que c'est un milieu protecteur
ou c'est un milieu pathogène. Parce que c'est un milieu dépourvu d'infrastructures sociales, de services sociaux, où les enfants sont laissés à eux-mêmes, sans mécanisme de surveillance, ou c'est un milieu infesté par des gangs. Et donc l'enfant dans sa famille, l'enfant dans son milieu social, mais l'enfant aussi dans un environnement plus global, institutionnel. Le déficit de structures scolaires, de structures sanitaires, ou leur existence, mais sans politique ou service adéquat lié aux besoins de développement de l'enfant, aura un impact négatif dans la vie de l'enfant et constituerait ce qu'on pourrait qualifier d'insécurité institutionnelle. Parce qu'une institution comme l'école qui se veut protectrice de l'enfant, mais qui est un milieu pathogène, où l'enfant subit toute forme de maltraitance, de violence, d'abus, devient un milieu institutionnel pathogène, d'insécurité pour l'enfant. Donc il faudra identifier ces facteurs de risque. Et par rapport à l'identification des facteurs de risque, il faudra aussi identifier les facteurs de protection. Si dans le milieu social, il y a une organisation de femmes, une organisation de jeunes, qui peuvent être mises à contribution pour aider ces enfants à pouvoir se sortir de situations d'insécurité, ou à pouvoir développer des mécanismes d'alerte et de veille pour précocement pouvoir intervenir afin d'éviter que ces risques ne surviennent et ne mettent l'enfant en danger. En lien avec les facteurs de risque, de protection identifiés, et cela, les différents acteurs en présence. On a parlé des mouvements de femmes, des organisations de femmes, des organisations de jeunes, des daïras. Comment faire en sorte que les réponses pour la prévention des risques soient développées autour de ces acteurs qui vont porter les actions, mais en lien avec, comme on l'a dit, dans le cadre de ce modèle que j'ai schématisé, au-delà, au-dessus de la sphère sociale communautaire, il y a la sphère institutionnelle, avec ses services de prévention et de protection. Donc travailler à faire en sorte que le milieu communautaire soit en lien avec le milieu dit formel, le milieu institutionnel. Pour qu'à des moments précis, quand les capacités d'intervention de ce niveau familial communautaire seront dépassées, qu'ils puissent référer l'enfant vers des structures plus spécialisées que sont les services de l'État. Développer des réponses de prise en charge des victimes d'insécurité pour les sortir de ces situations d'insécurité et leur trouver d'autres options de placement, de retour à l'école, de placement en famille pour les enfants de la rue, avec tout un processus de recherche de famille, de médiation familiale, pour que l'enfant, comme on le dit, trouve sa place dans son milieu naturel d'évolution, de développement, qu'est la famille. Donc à ce niveau, pour la construction du système, l'UNICEF a accompagné le gouvernement du Sénégal qui aujourd'hui dispose d'un document de stratégie nationale, dispose de cadres de coordination au niveau central, au niveau décentralisé, avec des mécanismes communautaires de prise en charge jusqu'au niveau village qui intègrent le mouvement féminin pour assurer la prévention et la prise en charge des enfants dans des situations d'insécurité. Il faudra travailler à renforcer leur capacité d'intervention. Parce qu'on ne peut pas avoir un système qui est porté par un certain nombre d'acteurs sans qu'il ne soit formé, informé et formé de manière à pouvoir mettre en œuvre ce dispositif. Il faudra aussi accompagner, et c'est ce que l'UNICEF fait,
à un changement social effectif, pour l'abandon des pratiques néfastes, abus et violences qui sont faits aux enfants, mais aussi pour que différents acteurs au niveau famille, au niveau communautaire, village, quartier, puissent aussi développer des processus d'information, de communication pour changer leurs pratiques, pour davantage être des acteurs qui veillent et qui protègent au mieux l'enfant. Je vous remercie.